Bonjour à toutes et à tous. Désolée, il y avait un petit écho dans le bureau. Je vous propose de commencer. Donc une petite introduction. Aujourd'hui, donc c'est le webinaire sur l'étude Recomed. Je ne sais pas si pour vous c'est la première fois que vous participez à ces webinaires, mais le réseau Force organise donc des webinaires à peu près tous les 3 mois pendant la pause déjeuner. Et l'objectif, c'est de présenter les résultats d'une étude pour lequel Force a plus ou moins participé. Et donc aujourd'hui, je vais laisser la parole au docteur Brigitte Sabatier et le docteur Sarah Berdo qui vont nous parler de l'étude ROCOMED, qui est l'évaluation de la mise en place de recommandations de prescription de médicaments sous forme d'aide à la décision chez les patients avec un IMC supérieur à 35. Voilà, je vais vous laisser la parole. Bah, écoutez, merci. Tout d'abord, je vais commencer par remercier le réseau Force et remercier, tous les experts qui ont travaillé à l'élaboration de ces recommandations. C'était un énorme travail, beaucoup d'investissements avec, beaucoup de questions, hein, chez les experts et donc on est très heureuse, avec, Sarah Berdo de vous présenter nos résultats qui ont fait l'objet d'une publication. Tu me passes les diapos, Oui. Sarah. Donc, on va commencer par un moment, alors c'est assez court, hein, on a 20 minutes de présentation. On va commencer par le contexte de l'étude. Donc, en fait, l'idée de cette étude avec Sarah et Sébastien Tchernicot, c'était qu'en fait, la plupart des études qui sont publiées ne prennent pas en compte les aspects pharmacocinétiques et pharmacodynamiques qui sont spécifiques à une population de patients en situation d'obésité. De plus, certains médicaments qui sont prescrits sont inappropriés dans cette population pour leur caractère, entre guillemets, obésogène et ou de risque d'effets indésirables augmentés. Donc, en fait, on a déposé ce qu'on appelle un PREPS, un programme de recherche sur la performance du système de santé, du système des soins, qui est financé par le ministère. Et on a obtenu ce financement et on a passé cette étude au comité éthique de APHP Centre. Alors, les objectifs, l'objectif principal de cette étude est de vérifier que quand on met des règles intelligentes pour aider, comme aide à la prescription médicamenteuse, on peut charger des recommandations pour aider à cette prescription. Et en fait, notre objectif principal, c'était de vérifier la pertinence de ces règles dans 2 entrepôts. On embarque avec nous un entrepôt qui a une configuration CDW, qui est celui de la HGP, avec celui de Rennes, IHOP, qui a une autre, architecture. Et en fait, ce que l'on va vous présenter aujourd'hui, c'était notre objectif secondaire, qui était de valider des recommandations en utilisant une méthode de consensus définie par la Haute Autorité de Santé, qui est la méthode Delphi. Je vais laisser maintenant la parole à Sarah qui va vous présenter matériel et méthode, c'est-à-dire comment on a fonctionné pour aboutir à des règles que maintenant on est en train d'évaluer. Bonjour, merci à tous. Dans un premier temps, on a sélectionné des classes thérapeutiques pour savoir quelles étaient les classes les plus utilisées, plus prescrites finalement. Et ça, on s'est basé sur une extraction de l'entrepôt de données de la HEGP pour voir un peu la répartition des classes thérapeutiques utilisées chez les patients en situation d'obésité avec un IMC donc supérieur à 35. Et ce qui ressortait principalement, c'était les anticoagulants, suivi je crois que c'était 40%, les antidiabétiques 20%, les antipsychotiques autour de 20%, antibiotiques et antidépresseurs, c'était autour de 8%. Donc, on a sélectionné ces 5 classes pour se dire qu'on allait travailler dessus. On a élaboré ensuite des recommandations en comité scientifique réduit à partir de revue rapide de la littérature et on a fait appel aussi à des experts locaux, notamment en nutrition, endocrinologie, en psychiatrie, en hématologie et en infectiologie de notre hôpital. Et on a donc élaboré ces recommandations avec des niveaux de preuve A, B et C pour voir le niveau de preuve A étant issu d'essais cliniques randomisés, donc le plus certain, et C le plus incertain.
En parallèle, on a fait appel donc au réseau Force donc pour l'organisation du processus Delphi, dont on va parler juste après, et également pour recruter des experts médicaux volontaires des différents centres spécialisés en obésité en France pour participer à cette méthode Delphi. Le processus Delphi donc s'est passé en 2 tours avec une réunion bien sûr de synthèse finale. Les experts étaient invités donc à coter les recommandations qui étaient proposées sur une échelle de Likert de 1 à 9, 1 étant très inapproprié et 9 complètement approprié. Ils pouvaient également reformuler ou proposer des ajouts, des modifications de ces recommandations en plus de cette cotation. Entre les 2 tours, on a présenté les recommandations qui passaient au premier tour en ayant un consensus relatif et un consensus fort. On a discuté, clarifié certaines recommandations qui n'étaient pas forcément claires et on a fait ensuite le deuxième tour. Et entre les tours, il y avait des emails envoyés par force pour rappeler, des emails de rappel pour que les experts répondent aux recommandations et cotent les recommandations. En ce qui concerne donc les résultats, on a contacté, donc surtout le réseau Force a contacté des experts en décembre 2021, parce que ça prend toujours un peu de temps de mettre en route ces projets PREPS, mais en 2021, on a contacté 47 experts. Il y en a 15 qui ont accepté. Puis en décembre 2022, on n'avait pas encore commencé complètement à travailler. Enfin, on avait commencé, mais on avait il nous manquait encore certains experts. On en a recontacté 13. Il y en a 10 qui ont accepté. Au final, il y en a 11 qui ont participé aux 2 tours. Le premier tour donc, a eu lieu entre octobre 2022 et janvier 2023, avec entre-temps des rappels par mail Force, par le réseau Force. Il y a eu une réunion entre les 2 tours en février 2023. Le second tour qui a eu lieu entre avril et juin 2023, également toujours avec des rappels de relance, et une réunion de synthèse qui a eu lieu après. Donc, nous avons établi initialement 43 recommandations qui ont été proposées aux experts qui ont coté dans un premier tour un certain nombre de recommandations et dans le deuxième tour un certain nombre de recommandations. En gros, on a eu 39 recommandations qui ont été établies au final. Si on regarde, je sais pas si il y en a eu 10 avec un consensus fort et 29 avec un consensus relatif. Ce qui s'est passé, c'est qu'on en avait certaines qui étaient donc consensus fort tout de suite sont passées et consensus relatif aussi qui sont passées directement sans qu'on les repasse au deuxième tour. Et il y en a 4 où on a eu une absence de consensus, donc on a abandonné. Donc là, on a choisi, comme on avait peu de temps, de vous présenter les 10 recommandations qui étaient à consensus fort. Il y en avait 4 qui concernaient les antibiotiques, 2 les antidiabétiques, 3 les antidépresseurs et une recommandation pour les antipsychotiques. Donc dans la publication, vous verrez le tableau, c'est la table 1, le tableau 1, qui présente donc pour les antibiotiques les 4 recommandations avec le niveau de preuve, les références associées, les experts opinion, donc si c'était un consensus fort ou relatif, et puis l'échelle de Likert qui avait été donnée, la médiane et le min et le max par les experts. Donc, tout d'abord, on avait une prescription une recommandation sur la prescription de vancomycine, où on reparlait de dose de charge, puis ajuster la dose au poids réel et une dose de maintenance qui était suivie avec les dosages thérapeutiques. On a également fait une recommandation qui est passée sur les Bactrim, trimétronidazole, sulfamétoxazole, où on ajustait sur le poids ajusté et notamment on pouvait calculer la dose avec le site abxbmi.com. La técoplanning, donc ça c'était comme une recommandation comme pour la vancomycine. Et sur les prescriptions de métronidazole et de doxycycline, on avait demandé l'avis des experts et ce qui est ressorti, c'est qu'il n'y a pas de recommandation de prescription particulière quand on le prescrit, donc on prescrit aux posologies habituelles. En ce qui concerne les antidiabétiques, donc il y avait eu 2 recommandations sur les insulines qui sont présentées. Donc c'était
toujours, on différenciait si c'était une initiation de traitement d'une continuité de traitement. Donc, si c'était une initiation de traitement, il fallait réévaluer la balance bénéfice-risque, faire appel à un endocrinologue, diabétologue et prescrire préférentiellement, on avait dit metformine, les agonistes GLP-1 ou les glyphosines. Et pour la recommandation sur tout ce qui était prescription de metformine et toutes les glutides et les glyphosines et les glyptines, là, pour le coup, c'est comme c'était recommandé, il n'y avait pas d'alerte, justement, c'était ce qu'il fallait prescrire. Pour les antidépresseurs, il y avait 3 recommandations. Donc, certaines molécules étaient plutôt des troisièmes lignes thérapeutiques, donc c'était plus difficile à faire changer, donc c'est notamment la première recommandation. Pour ce qui était fluoxétide, vortioxétine, notamment, c'était des molécules qui étaient plutôt recommandées en situation d'obésité, donc qui étaient recommandées pour la prescription, et également pour la sertraline, venlafaxine, du duloxétine, c'était également recommandé. Les antipsychotiques, il n'y en avait qu'une seule recommandation qui a été sortie en consensus fort, qui concernait la clozapine, où malheureusement, c'est souvent la troisième ligne thérapeutique. Donc, c'était plutôt délicat de l'arrêter ou de le changer sans avis d'un psychiatre. En discussion, je continue, Brigitte? Oui, oui, tu peux. En discussion, donc on a Commencer, oui. élaboré 39 recommandations, on a dit 10 avec un consensus fort et 29 avec un consensus relatif. Donc, je vous amène à regarder la publication, notamment pour les 29, parce qu'à présenter, c'était un peu rapide. Vous avez le tableau 2 dans la publication. C'était un processus très intéressant de la méthode Delphi et très et enrichissant de discuter avec les experts. Forcément, il y a des limites dans notre étude. On s'est limité à certaines classes thérapeutiques, comme on avait dit, pour limiter, puisque c'était déjà un énorme travail, donc aux 5 classes ATC les plus prescrites, en tout cas au départ dans notre entrepôt de données. Les experts en ce qui concerne les AOD, ils ont fait une recommandation plutôt prudente de recommander en consensus relatif les antivitamines K. Depuis, on en avait reparlé avec eux, il y avait des publications récentes qui soutenaient quand même l'utilisation des AOD, de rivaroxaban et d'apixaban à dose standard. Donc voilà, nos recommandations là-dessus sont un peu plus restrictives, mais on l'a mis en limite. Et également, ce qui était ressorti, c'était quand même la difficulté de formuler des recommandations thérapeutiques en raison du manque de littérature fondée sur la preuve. Et que, mine de rien, on a fait beaucoup appel à l'expertise clinique de nos experts et également des experts locaux en amont quand on a élaboré un premier jet de recommandations. Donc, en conclusion, et après on a la perspective, Brigitte, je ne sais pas si tu veux dire, là, on vous remet Bah, le titre de la publication. en conclusion, ben voilà la publication où il est intéressant si vous avez dans votre pratique clinique des questionnements, voilà, vous pouvez vous y référer. Et en fait, la perspective qui est la dernière diapo, en perspective, en fait, on est en train, donc à partir de ces recommandations, on a extrait donc les données d'entrepôt d'HEGP et de Rennes. Et on est en train de regarder la pertinence de ces règles au regard des prescriptions, c'est-à-dire est-ce que depuis l'extraction, Sarah, je ne sais plus, c'est 2000, 19 ou 2020, en gros. ouais, Après 2019, Covid, je pense, 2020, ouais. donc voilà. Il y aura la période après Covid. On est en train d'extraire donc toutes les prescriptions, d'y appliquer les recommandations et de regarder la pertinence de la prescription sur 2 entrepôts. Et, et ceci va nous permettre de à la fois valider en pratique courante ces règles et puis pouvoir émettre des recommandations fortes. Dans les points positifs que l'on n'a pas mis en perspective, on a été déjà contacté par la Haute Autorité de Santé qui s'intéresse à ce protocole pour nous aider après à émettre des recommandations. Là, on vous remercie, puis on est à votre disposition pour les questions.
Merci beaucoup Moi, pour je cette présentation. Ouais, s'il y a des questions. je veux bien poser une question. Emmanuel Dys, Bonjour. de Force. Bonjour, merci beaucoup, pour ce travail, pour ces, recommandations dont on avait besoin. Je voulais vous demander si la finalité, ce serait, quand même d'avoir un petit outil, pour aider à la prescription, de ces différentes classes de médicaments, un petit outil, une petite application ou quelque chose de pratico-pratique. C'est vrai qu'actuellement, mes internes, par exemple, je leur dis d'aller, télécharger, la publication et regarder ce qui est dit, mais est-ce qu'on aura un petit outil, à terme, vous pensez? Alors, l'idée, c'était de travailler en finalité à une intégration de ces règles dans notre système d'information, évidemment hospitalier. Donc ça, on l'a en tête, hein, nos DPI actuellement sont capables d'intégrer des règles. Et puis, si l'intégration est difficile, il faudra en effet travailler sur un outil pratique, un petit peu comme ce qui est fait pour l'antibiothérapie. J'espère que ça a répondu à votre question. Tout à fait, merci. Oui, c'est Ronan Thibault à Rennes. Bonjour, je suis professeur de nutrition. Merci pour la présentation. En fait, je n'ai pas compris les perspectives que vous montriez à la fin. En fait, vous voulez savoir si finalement les recommandations sont suivies en pratique, c'est ça que... Ou c'est simplement une Oui, histoire de règles informatiques pour analyser l'entrepôt, enfin plus de la méthodologie. Ah, ouais. alors en fait, on a extrait toutes les prescriptions des 2 entrepôts, en effet, et on est en train de regarder sur 5 ans, quel est l'état des lieux des prescriptions au regard de ces recommandations. En effet, évidemment que on sera très prudent parce que quand on fait ce genre d'études sur entrepôt de données, on a l'espace-temps avec les recommandations qui évoluent, les pratiques, et on le voit bien, par exemple, sur les anticoagulants, les pratiques de prescription ont évolué. On est passé par, en préventif, par exemple, pour citer qu'un exemple, le Lovenox 6000, et on voit très bien qu'on était au Lovenox 4000 une fois par jour quand les IMC sont inférieurs je veux dire, 40, 39,9. Et on a eu une mode qui est liée à une année où on voit que les prescripteurs ont suivi un certain nombre de recommandations qui étaient émises pendant cette période sur du 6000 et puis après maintenant on est de nouveau au 4000. Donc il y aura des études de sensibilité, mais en fait l'objectif c'est déjà de regarder, avoir un état des lieux de comment étaient prescrits ces 4 classes de médicaments chez nos patients qui sont en situation d'obésité. Donc déjà un premier résultat. Et après, l'idée, c'est des aides à la prescription, c'est-à-dire d'aller beaucoup plus loin, c'est d'implémenter ces règles pour que on puisse aider les prescripteurs à mieux prescrire. Ouais, d'accord. Non, mais c'est hyper intéressant parce que moi, l'impression que j'ai, enfin, quand on fait des recommandations en nutrition clinique, hein, sur le versant, par exemple, des nutrition artificielle, on s'aperçoit qu'on a parfois un décalage dans le temps aussi, entre le moment où les recommandations sortent et au moment où elles sont appliquées. Et puis aussi, il y a toujours un décalage entre ce qui est fait sur le terrain et puis ce qui est en lien avec les recommandations. Donc, c'est toujours difficile de savoir si les recommandations vont finalement expliquer les changements de prescription ou pas, s'il y en a. En effet, et puis ce qu'on regarde aussi, c'est par exemple si on voit que nous, on a mis que ces prescriptions étaient non pertinentes au regard de nos recommandations et qu'on arrive à des pourcentages massifs sur nos 2 entrepôts, on peut se poser la question de la pertinence de notre recommandation. Donc en fait, le fait d'aller voir dans les entrepôts ce qui se passe, cet état des lieux, c'est important à la fois Oui. pour voir en regard, est-ce qu'on applique les recommandations, oui, non, et est-ce qu'il y a une évolution de cette pertinence de prescription sur l'année, mais aussi est-ce que nos règles à nous, elles sont pertinentes et est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas, voilà, on n'a pas, on doit se reposer quelques questions. En tout cas, sur les AOD, elle est claire, puisque maintenant, les publications sont très claires, donc on sait que là-dessus, il faut qu'on évolue, mais voilà, ça peut nous permettre de passer le pas pour passer après dans le DPI. D'accord, bah non, mais super intéressant. On va suivre ça de près, d'autant plus que je travaille à Rennes, mais bon, je suis pas forcément Oui, oui, toujours en j'ai lien entendu. avec mes collègues de l'entrepôt parce que Ah,
Ils En sont, fait, bah, ces marques, c'est un peu une boîte noire, hein. Ils sont dans leur domaine de l'entrepôt et puis pour y accéder, il faut avoir des financements. Donc, mais c'est très voilà. très bien. Je suis content de savoir que c'est Rennes qui a été choisi pour ce travail. Alors, en fait, on travaille avec Marc Cugia Oui, oui, bah, je vois bien parce qui c'est, je le connais que, bien. voilà, Anita Burguin était chez vous, elle est venue chez nous. Je travaille dans son unité de recherche. Et donc, voilà pourquoi Rennes et HEGP ont été choisis. Et puis aussi, c'est choisir deux entrepôts à une architecture différente pour se dire, bah, finalement, ces règles elles peuvent être peut-être appliquées sur la France. En fait, voilà, il y D'accord. avait un double choix de ces deux sites. Ok. Bah, merci en tout cas, Après, il j'espère. n'y aura la publication va globaliser la pertinence des prescriptions sur les deux sites, hein. Il n'y aura pas Oui, il n'y un aura pas site, d'effet non, centre. Non. non, pas Enfin, il y en du aura tout. peut-être un, mais vous n'allez pas le montrer, d'accord. Oui, c'est pas le but, en fait. Le Non, but, c'est pas le but. voilà, c'est de valider ces règles, en fait, et ces Ok. recommandations. Bah, bon courage, merci encore une fois pour la Merci. présentation. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois pas de main levée. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. J'en profite aussi pour vous dire qu'à l'heure actuelle, on n'a pas programmé le prochain Webinlunch du réseau Force, mais si vous aussi, vous avez des résultats d'études à partager, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, donc je vous partage notre QR code et nos coordonnées si vous souhaitez nous contacter et partager vous aussi les résultats d'une étude. Merci. Bah, ce que je peux vous proposer, si vous en êtes d'accord, c'est la publication justement de cette deuxième, parce que c'est un protocole de recherche qui a été financé en 3 parties. Donc, pour cette deuxième partie, on pourra venir vous présenter les résultats si ça vous intéresse, bien sûr, avant d'attaquer la dernière partie qui est l'implémentation dans un des pays. Super, merci pour cette proposition. Bon, je vous donne rendez-vous, on vous communiquera la prochaine date du prochain Webby-Lunch. Merci à tous. Merci Au pour revoir. votre Merci, au écoute Au revoir. et revoir. votre aide. Au revoir.